Salut! Est-ce que vous connaissez le théorème du gruyère? Le paradoxe du fromage? Non, celui-là, je l'ai Non? pas. Eh bien, plus tu as de gruyère, plus tu as de trous. T'es d'accord avec ça? Pour l'instant, ouais. Ouais. Donc plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Oui, aussi, ouais. Donc plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Salut! Des figures impossibles à réaliser dans le monde réel. Des anamorphoses qui peuvent être vues que selon un certain angle. Des sculptures d'ombre qui ne marchent que s'il y a telle lumière, de telle manière, de telle façon. Des phrases auto-référentes. Bref, ce genre de truc qui rend ouf le cerveau. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir des artistes incroyables, des très vieux et des très récents, qui ont tous un point commun, utiliser l'art et la perception du cerveau pour nous rendre un peu dingues. C'est au-delà de l'illusion d'optique, c'est de l'illusion artistique qui fait un peu fumer l'essence. Même les sculptures d'ailleurs impossibles, vous allez voir qu'il y en a qui ont réussi à rendre ça possible. Loïc, générique. D'après les recherches qu'on a pu effectuer, c'est-à-dire quand je dis nous, c'est parce qu'il y a Jérémy qui a écrit cette vidéo quand même, il faut quand même le préciser dès le départ, les premiers dessins de perspectives impossibles auraient été faits, je crois, par William Hogarth en 1754. Il avait 57 ans à l'époque et il a commencé à s'amuser de la perception des perspectives sur un dessin. C'est ainsi qu'il a réalisé cette gravure sur laquelle les événements qui ont lieu sont clairement pas possibles et pourtant, ça paraît normal, mais c'est pas possible. Si vous regardez bien, au premier plan, on voit un homme qui pêche dans de l'eau qui est situé au deuxième plan, et au troisième plan, on voit une femme qui interagit avec un homme qui est situé sur la colline qui est elle-même au quatrième plan. La perspective des bâtiments, elle est pas logique non plus. Il y en a un qui est vu d'en dessous, alors que l'autre qui est plus grand semble vu d'au-dessus. Et celui qui est encore le plus brainfuck, c'est le corbeau, qui semble tout à fait normal, mais si on y réfléchit, il est beaucoup trop grand. Ça, c'est la plus vieille source qu'on ait pu trouver. Hogarth semble être le premier qui s'amusait vraiment dans l'art avec les perspectives. Je suis chaud, Lolo. Mais dis-moi, ces abdos, c'est pas une perspective, ça, Loïc? Dommage, on les voit pas. Ah merde. Avant de passer aux sculptures impossibles et aux triangles impossibles d'Oskar Reuterswald, ça va être comme les chercheurs, ça. Donc, avant de passer à Oskar Reuterswald, on va s'intéresser un petit peu à Escher. Rapidement parce que c'est passionnant, mais pourquoi rapidement? Vous allez vite comprendre. Moritz Cornelis Escher ou Escher, je sais pas, peut-être Escher, ça fait stylé Escher. Un peu comme le chanteur. Escher, on a entendu là? Est-ce qu'on a entendu la musique de Escher? On n'a pas le droit. Pourquoi? Bah, tu connais. Elle moins de 3 secondes. Escher était un artiste néerlandais, né en 1898. En 1919, il intègre une école d'architecture aux Pays-Bas. Il commence à faire des voyages en Espagne, en Italie, dans plein d'endroits qui vont influencer son travail sur ce qu'on connaît aujourd'hui de lui et surtout sur le plus marquant. Il était rebelle, Escher, et très rapidement, il s'affranchit du côté naturaliste de ses dessins et de l'architecture traditionnelle pour aller vers quelque chose qui l'obsède, le sens de l'équilibre ou l'enchevêtrement des perspectives à l'intérieur même d'une même composition. Et ça commence à donner des trucs comme ça. Des dessins qui retournent le cerveau. Là, vous voyez chute d'eau qui présente une cascade qui prend sa source au bas de la chute d'eau elle-même, c'est pas logique. Ou encore haut et bas qui présente un lieu vu de deux points de vue différents, mais dans le même dessin. Je vais pas m'éterniser sur lui parce que sa vie est passionnante, donc si vous voulez en voir et en savoir plus sur lui, je vous recommande de lire le prochain Curious parce qu'il y a un dossier entier qui lui est consacré, qui est assez fascinant. Histoire de le dire parce que ça fait plaisir, mais le prochain Curious, c'est le numéro 10, ça veut dire que ça boucle la première année de ce magazine de 52 pages que vous recevez directement dans votre boîte aux lettres. Donc voilà, merci d'avoir soutenu ce projet. Est-ce qu'il y aura une deuxième année? La réponse est oui, ça continue pour une deuxième saison de Curious. Et si vous ne connaissez pas, si vous n'étiez pas abonné ou si vous voulez lire le dossier sur Escher, vous avez le lien directement dans la description. Passons maintenant à celui qui est considéré comme le père des figures impossibles, Oskar Reuterswald, qui est né à Stockholm en 1915. C'est en 1934, il a alors tout juste 18 ans, qu'il crée sa première figure impossible, qui est une sorte de triangle composé de cubes. Après l'analyse de la figure, notre expérience du monde, des formes, des architectures qui nous entourent ainsi que des lois de la physique, tout ça fait rapidement dire à notre cerveau qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette figure et que la logique s'est barrée loin, 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 mais pourtant que ça a l'air plausible. C'est tellement joli qu'en 1982, le gouvernement suédois décide d'utiliser ces formes-là pour faire leur timbre-poste. Et aussi parce que c'était l'année de ma naissance. Du coup, ils se sont dit, c'est cool. C'était aussi l'année de ma naissance. C'est faux, c'est pas possible. Tu peux pas être né à 2 années différentes. Le fait est que Reuterswald s'est mis à créer des figures si complexes que notre cerveau fume littéralement quand il les voit, entre la compréhension de la forme globale et l'incompréhension de pourquoi ça peut pas exister cette histoire.
Ce qui est génial, c'est le moment où les figures impossibles commencent à créer leur premier lien avec la science. C'est ce qui s'est passé grâce à Penrose. Lionel Penrose, c'était un généticien britannique. En 1958, il travaille avec son fils Roger Penrose et il publie toute une suite de géométrie, mais surtout de figures impossibles dans le Journal of Psychology. On retrouve d'ailleurs dans ce journal, dans cette édition-là, un triangle qui ressemble beaucoup au triangle de Rutterswald qui a dû l'inspirer d'une manière ou d'une autre. Ce triangle est connu sous le nom de triangle de Penrose. Normal, la famille Penrose est également à l'origine de l'escalier infini que vous avez déjà vu, ou on l'appelle aussi l'escalier de Penrose, qui avait en fait déjà été inventé plusieurs années auparavant par Rutterswald et qui a été repris quelques années plus tard par Escher. Donc là, vous voyez que tout est connecté, pour le coup, un peu comme le triangle de départ. Et l'escalier de Penrose, ou l'escalier de Rutterswald ou de Escher, puisqu'on ne sait plus à qui il appartient, il a été utilisé dans Inception, dans le cinéma. Le moment où ils sont dans le rêve, c'est une manière de faire voir que dans le rêve, les architectures impossibles deviennent possibles. Avançons dans le temps et on passe à un autre artiste de l'impossible, Sandro Del Prete. Il est né, lui, à Berne, en Suisse. Dans les années 60, à l'âge de 23 ans environ, il a commencé à dessiner des scènes qui pouvaient être regardées de deux points de vue différents. Vous les voyez actuellement, ça s'apparente un peu plus à des illusions d'optique qu'à des paradoxes, mais il en a tout de même dessiné quelques-uns, comme ce magnifique jeu d'échecs dans lequel les pièces se font la guerre pour conquérir littéralement une partie ou l'autre de l'échiquier. Ou encore ce dessin, sur lequel une jeune femme cueille des pommes grâce à un système horizontal en bois, tout en passant par au-dessus la palissade verticale. Celui-ci, je le trouve un peu fou à regarder parce que je me dis à quel moment donné il a triché dans les traits et il n'y a pas tant de triche en fait. Aujourd'hui encore, il y a des artistes qui explorent l'impossible, c'est le cas d'Erik Johansson. Je suis complètement fan de son travail et entre les recherches qu'on faisait pour le nouveau Curious sur Escher et ce que je connaissais de Johansson, je me suis dit il faut qu'on en fasse une vidéo. C'est un artiste suédois, il est né en 1985, il a commencé à créer du surréalisme au travers des photos qui semblaient possibles. Comme dans Give Me Time par exemple, où on voit ce personnage qui essaie de courir mais qui est complètement retenu, enchaîné à deux énormes montres à gousset, mais il est allé plus loin dans le paradoxal. Celui-ci me rappelle un peu dans l'idée l'escalier de Penrose, même si c'est pas le cas. On voit l'homme qui doit se rendre à une porte en passant par des escaliers qui semblent complètement impossibles en réalité à atteindre. Et c'est différent de l'escalier de Penrose, parce que ici Johansson joue sur les ombres pour faire passer une surface horizontale d'un côté en surface verticale de l'autre. Il a eu d'ailleurs l'occasion de travailler pour des marques, il a d'ailleurs utilisé le triangle de Penrose pour une marque qui s'appelle Alchty, je crois que ça se dit comme ça. Il a recréé en Lego le fameux triangle de Penrose et surtout, il a refait en photo le fameux haut et bas d'Escher. Mais à la base, on se disait que toutes ces représentations, elles n'étaient que possibles en dessin ou en gravure, mais pas en représentation 3D dans la vraie vie. Et bien ça, c'était avant que Francis Tabary se mette à travailler là-dessus. Francis Tabary, à la base, c'est un illusionniste. Il est né en 1949, il est très connu dans le monde de la magie puisqu'il a été champion du monde en 1991. Et quand il prend sa retraite en 2009, il se met à essayer de réaliser dans le monde réel le triangle de Penrose et d'autres figures comme ça impossibles. On n'a qu'une envie, c'est d'y aller soi-même et de faire le tour pour voir à peu près comment c'est fait, comment ça fonctionne. Bref, c'est assez impressionnant à voir. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment fumer notre cerveau dans tout ça ? C'est le paradoxe en tant que tel. Et c'est, encore une fois, c'est pas l'illusion d'optique, c'est le côté paradoxal de ça ne peut pas exister et comment ça se fait qu'un mur puisse avoir une surface qui lui serve à deux surfaces en même temps. C'est ça qui rend fou. Moi, ça me rappelle par exemple des choses pour le cerveau qui sont complètement paradoxales, comme les phrases autoréférentes, c'est-à-dire des phrases qui font référence à elles-mêmes. D'ailleurs, si je dis « cette phrase n'est pas une phrase autoréférente », c'est un paradoxe. T'as compris, Lolo ? Tu vas mettre un jingle comme ça à chaque phrase paradoxale ? Ouais. Ok. Si je suis fier d'une chose, c'est de ma modestie. Sans transition, je passe à la phrase suivante. Avant de détruire définitivement cette phrase, faites-en une copie. Pour en savoir plus sur les phrases autoréférentes, si vous voulez en découvrir un peu plus, je vous recommande vivement l'ouvrage, ou même les ouvrages de Douglas Hofstadter, notamment Gödel, Escher, Bach, ou encore Le Trésor des paradoxes, qui est un super bouquin de Philippe Boulanger et Alain Cohen. Beaucoup plus facile à dire ça. Les sculptures en anamorphose, donc ce sont des œuvres dont les formes sont distordues et qu'on voit que d'un seul endroit en particulier, et celle que vous êtes en train de voir, c'est celle de l'artiste français Georges Rousse, qui est né en 1947 à Paris.
Ces images sont vraiment impressionnantes et on imagine le travail de malade qui se cache derrière. Il explique quand même qu'aujourd'hui il est un petit peu déçu parce qu'avant quand les gens voyaient ça, ils trouvaient ça complètement dingue. Même quand ils prenaient des photos, les gens qui voyaient les photos disaient « Oh mais c'est fou ce que tu as vu !» Alors qu'aujourd'hui, comme on est habitué au travail informatique, etc., les gens pensent que tout le calcul a été fait en amont par ordinateur. Il y a un artiste suisse qui s'appelle Felice Varini, qui est né en 1952 mais qui vit à Paris, qui a eu la même idée. Et on voit bien d'ailleurs que c'est pas tout à fait le même style, mais Georges Rousse et lui ont souvent pour support de leur œuvre l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments. C'est un peu des sculpteurs qui partent du vide pour créer l'anamorphose. J'aime beaucoup. Et il y en a qui vont plus loin, c'est le cas de Mathieu Robert Ortiz, un artiste qui vient de Lyon et qui nous éclate le cerveau d'une autre manière. Il fait des sculptures en anamorphose qui peuvent être regardées sous deux angles différents et donc qui représentent deux choses différentes selon l'endroit où on la regarde. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous voyez un éléphant, mais de l'autre côté, vous voyez deux girafes qui se mordent chacune la queue. Il semblerait que peut-être Robert Ortiz se serait inspiré du travail de Marcus Reitz, qui est un artiste suisse également, né en 1941, décédé début 2020, qui avait travaillé avec des miroirs pour permettre de montrer à la fois le recto et le verso de ses œuvres en même temps. Et Reitz avait été lui-même fasciné par une question qu'avait posée Platon, une chaise est-elle la même chose si on la voit de face ou de côté? Parce que effectivement tous les objets ont des vues de face, de profil, de haut, sauf la boule qui est la même vue de n'importe quel point de vue, et encore c'est pas si sûr, mais quelqu'un qui n'a jamais vu une chaise de profil pourrait se dire en voyant de ce point de vue qu'il s'agit d'un autre objet que la chaise vue de face. C'est notamment ce que Reitz apporte dans ses œuvres, le miroir montre donc ici autre chose que ce que le spectateur verra s'il tourne directement le regard sur l'œuvre. Il part d'ailleurs de métamorphose plus que d'anamorphose, et c'est vrai que c'est assez déroutant. Et les Français sont très bons pour les sculptures qui font mal au crâne, genre Pascal Buclon, qui est un autre artiste français né en 1959, lui travaille sur la profondeur et sur l'assemblage de structures qui, une fois indépendantes, ne veulent plus rien dire, et c'est en assemblant des éléments de la structure que la sculpture prend du sens. La version ultime de ça, c'est ce que vous voyez actuellement, c'est les œuvres de Bernard Prass, qui est un artiste photographe français toujours, né en 1952 en Charente, la maison. Lui s'est inspiré sûrement d'Arcim Boldo qui, au XVIe siècle, créait des peintures de portraits en assemblant des fruits, des légumes, d'autres poissons et des plantes. Prass, lui, prend plein d'objets différents pour les assembler dans un grand espace, et si on observe depuis un seul point précis de la pièce, on voit quelque chose de très précis, en général des portraits. Au début de la vidéo, je vous parlais aussi de ceux qui sculptent avec l'ombre et la lumière. Alors, il ne s'agit pas de faire le chien contre le mur, ça nous aussi on sait faire. Il s'agit de faire comme Shigeo Fukuda, qui est né en 1932 et décédé en 2009, qui était un artiste japonais plasticien, dessinateur, illustrateur, graphiste, sculpteur, designer d'objets, scénographe. Et comme par hasard, c'était un grand admirateur des chairs, dont on parlait au début de la vidéo et que vous trouverez dans le prochain Curious, gros dossier sur lui. Fukuda crée des ombres à partir d'un tas d'objets qui ressemblent à rien. Là, c'est juste cette ombre de moto qui est fabriquée à partir de 848 pièces de coutellerie, des cuillères, des fourchettes, des couteaux, soudées ensemble et suspendues dans les airs. Et dans sa sculpture One Cannot Cut the Sea, ce sont 2000 ciseaux soudés qui reconstituent un bateau à voile en ombre portée. Et un peu comme les figures impossibles de Francis Tabary, Fukuda a recréé dans l'espace certains des dessins des chairs comme le belvédère ou encore la cascade impossible qui fonctionne réellement avec de l'eau. Dans la lignée de Fukuda, je vous laisse quelques images aussi de Wegman, un artiste néerlandais qui est un des pionniers du travail de l'ombre. C'est magnifique, on voit Michael Jackson ou encore Anne Frank dont le visage flotte au milieu des branchages ou encore le David de Michel-Ange. Une partie du travail de Noble et de Webster, tous les deux nés dans les années 60 en Angleterre. Ah, et dans la même génération que ces deux-là, il y a aussi Kumi Yamashita, une artiste japonaise. Et en 2003, elle a réalisé City View, et là c'est le gros coup de cœur, c'est une silhouette de femme accoudée à une rambarde qui observe le paysage. Cette silhouette est créée par une multitude de chiffres en relief collés au mur, et la lumière, elle, qui rase le mur, va créer l'ombre, et alors on a la sensation que la silhouette se désintègre alors que ce sont les éléments eux-mêmes qui la créent. Donc tout son travail est l'alliance entre le réel, les vrais matériaux existants, et l'immatériel, les ombres et la lumière. Et puis après, les gars, ils vont toujours plus loin, hein. Genre John V. Mountain, lui, il crée des sculptures où suivant de quel côté on met la lumière, l'ombre va envoyer une sculpture d'ombre complètement différente. D'autres sont allés sur la précision absolue, comme Vaitsis, il prend un bric-à-brac de métal et hop, on fait Einstein, mais genre hyper précisément, ou le Che, ou Marilyn, ou Loïc. Larry Kagan, dont je rêverais de voir ses sculptures en vrai un jour pour comprendre comment ce bazar peut être organisé.
Ce sont des enchevêtrements de fils métalliques qui sont parfaits pour créer des ombres. À partir du moment où la source de la lumière est placée au bon endroit, j'arrive pas à comprendre comment le résultat peut être aussi propre, aussi nickel. Parce que quand je regarde les photos, j'ai l'impression qu'il manque du matériel, de la matière pour faire cette ombre-là pleine. C'est fou. Et pour terminer sur l'ombre et la lumière, un travail, je sais pas où le classer en fait, de Fred Herdenkens, c'est un Belge né en 1951 qui a basé son travail sur l'assemblage de la matière, des ombres et de la lumière pour aller dans l'écriture au sens propre, des mots, des phrases qui sont au cœur de chacune de ses créations. D'ailleurs, il avait été choisi en 2014 par Chanel pour décorer les vitrines d'une centaine de leurs boutiques. Les sculptures sont faites avec des fils de cuivre qui, sans lumière, ressemble à un ruban mais avec des formes gracieuses, et une fois qu'on met de la lumière, eh ben, il y a une deuxième lecture qui apparaît. Je savais pas trop comment classer cette vidéo et je me suis dit, comme on parle des chairs là, quand on a monté le dossier dessus, ben, c'est la bonne occasion de vous faire voir tout ça un petit peu en vrac. C'est ni un top ni un classement, c'est juste très stimulant de voir aussi sous quelle forme les œuvres d'art peuvent s'exprimer. Et au final, c'est pas parce que quelque chose n'existe pas qu'on ne peut pas le faire prendre vie, voire prendre forme dans le monde réel, même si à la base c'était impossible. Je trouve que c'est un beau message, c'est une belle conclusion, et encore une fois, c'est un beau truc qui retourne le cerveau. Je vous l'ai dit 2 fois dans la vidéo, mais ça vous l'avez compris, donc la saison 2 de Curious va arriver. Là, c'est le dernier numéro qui sort le mois prochain, le dernier numéro de cette première année. Merci d'avoir soutenu ce projet. Et si vous n'aviez pas encore connaissance, ben ça c'est mon magazine, ça fait 52 pages, ça arrive tous les mois dans votre boîte aux lettres, où que vous soyez dans le monde, sans frais de port, parce que les frais de port sont inclus. Il y a la version papier, il y a la version numérique, il y a la double version. Vous avez les infos ici, et surtout dans la description, vous avez le site où vous pourrez voir des articles déjà, voir ce qui est déjà sorti. Il y a des articles gratuits à lire. Bref, abonnez-vous si vous voulez soutenir mon travail en recevant un truc cool, un vrai magazine tous les mois. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je m'appelle toujours Fabien Licard. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici et surtout activer la cloche. On vous le dit tout le temps, mais faites-le, abonnez-vous. Il y a une personne sur 2 qui n'est pas abonnée. Ici, je vous mets 2 autres vidéos. Ça, c'est une vidéo sur les illusions d'optique avec Farod. Et là, justement, c'est le matière grise avec Pierre Cross où on avait fait de la tincegrité. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao!